Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo de Pas sûr d'être doué, la série de vidéos qui te retrace mon parcours de découverte de haut potentiel de la phase du pré-diagnostic jusqu'à bien après le WAIS 4. Au cas où tu tombes sur cette vidéo avant d'avoir vu les précédentes de la série Pas sûr d'être doué, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans, je suis THPI et j'ai découvert ma douance il y a maintenant 3 ans, enfin un peu plus de 3 ans. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de l'amitié toxique. D'ailleurs, ça fait 2 fois que je refais cette vidéo parce qu'elle ne me plaisait pas et c'est un sujet très important pour moi puisque dans mon parcours à la découverte de tout ce monde qui est le haut potentiel, j'ai dû faire le tri dans mes relations et j'ai notamment découvert que j'avais des amitiés très malsaines avec mes meilleurs amis. Chose qui, avec tout ce chamboulement de découverte de la douance, ont fait que je me suis séparée, j'ai arrêté cette relation et maintenant je m'en porte plus que mieux. Donc aujourd'hui je vais te raconter un peu tout ce qui s'est passé dans le parcours de ma douance, dans tout ce truc de diagnostic, ce qui a fait que j'ai découvert que c'était des amitiés qui n'étaient pas bonnes pour moi. Déjà en fait je voulais regarder s'il y avait une définition de l'amitié toxique et je n'en ai pas trouvé. Quand je parle de définition, je parle de définition sur des dictionnaires, des choses comme ça. J'ai découvert seulement la définition de l'amitié et selon le Robert, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Sauf que je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que chacun a sa propre définition de l'amitié et ses propres critères. Pour ma part, si je devais définir l'amitié là, à l'heure actuelle, en 2022, après avoir connu ce qu'était une amitié toxique, je dirais que l'amitié, c'est la confiance, c'est pouvoir se confier à l'autre sans avoir peur d'être jugé, par exemple. Ça va être un don de soi, c'est-à-dire que quand je vais donner sans compter, sans attendre de l'autre. Enfin, quand je dis donner sans compter, c'est-à-dire que je vais pas me dire ah bah aujourd'hui je t'ai écouté 2 heures, alors bah toi la semaine prochaine tu vas m'écouter 2 heures aussi. C'est aussi le fait d'accepter la part d'ombre de l'autre. Et ça je pense que, enfin pour moi c'est important de le souligner, on a tous une part d'ombre, on est tous forcément quand on rencontre quelqu'un très gentil, super cool, voilà, extraverti ou ce genre de choses, mais on a tous une part d'ombre où parfois il y a des choses où on peut être un peu méchant, où on peut être pas cool ou ce genre de choses, et je pense que c'est important aussi d'accepter la personne en entier en fait, pas seulement dans ses bons moments mais aussi dans ses mauvais, et d'être là quand elle a besoin. J'ai demandé à 3 personnes de mon entourage très proche de me définir ce qu'était l'amitié pour eux. Donc, selon mon fiancé, et je cite, quelqu'un que tu peux considérer comme plus que ta famille sans avoir le moindre doute sur ce que tu lui confies, d'être là mutuellement pour l'autre sans douter une seule seconde d'une possible trahison. Donc, quelque part, il y a une notion de loyauté. Ensuite, une de mes plus proches amies qui se reconnaîtra, coucou Léo, sa définition, c'était des sentiments réciproques entre minimum 2 personnes qui ont une espèce de connexion qui n'est ni familiale ni amoureuse, mais c'est une forme d'amour aussi. Et elle a décomposé, et ça je trouve ça hyper intéressant, le mot amitié en 2 mots, âme et itié, une rencontre entre 2 âmes liées par un amour différent de ce qu'on peut connaître. Je trouve ça magnifique. Et ma cousine qui m'a dit que c'était quelqu'un qui comprenait que tu as le besoin d'être seule parfois, mais qui sait que tu as aussi besoin d'une présence de temps en temps. Enfin voilà, quelqu'un qui te comprend et qui ose te dire tes torts, qui sait qui tu es au fond de toi et avec qui il y a une connexion qui permet de parfois ne pas se parler pendant longtemps sans pour autant que les choses changent. Donc voilà, chacun définit un peu l'amitié en fonction de ses propres attentes, en fonction de ses propres besoins, et c'est ok, hein, moi c'est la même chose, j'aurais pas la même définition ou les mêmes attentes d'une amitié que quelqu'un que je connais de mon entourage par exemple. Pour préparer cette vidéo que j'ai écrite il y a un petit moment déjà, j'avais regardé s'il y avait une définition de l'amitié toxique. Et en fait, je trouvais vraiment que des signes, c'est-à-dire 5 signes qui prouvent que votre ami est toxique, non. Mais je trouvais pas vraiment de définition qui était liée. J'aimerais faire un petit disclaimer pour différencier l'ami toxique et l'amitié toxique qui sont pour moi 2 choses totalement différentes. L'ami toxique, ça va être une personne qui va être toxique dans tous les sens du terme,
un peu comme un pervers narcissique dans une relation amoureuse, et qui va avoir des comportements où il sera... je sais pas comment expliquer, mais il sera au courant de ce qu'il fait, quoi. Il sait ce qu'il fait dans ces cas-là, et ça, c'est pas bon du tout. Moi, je vais parler d'amitié toxique, c'est-à-dire quand tu as une amitié avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes qui n'est pas saine pour toi, mais ça veut pas dire que la personne est toxique, ça veut dire que la relation n'est pas saine, ce qui est différent. Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est que tu t'en doutes bien, comme toutes les vidéos, c'est quelque chose que j'ai vécu avec 2 de mes meilleures amies quand j'étais encore dans mon ancienne vie à Nantes, et je vais te raconter un peu ce qui se passait, comment j'ai détecté un peu cette chose malsaine, en fait, dans les amitiés. Allons-y. On avait un groupe de 6 personnes, on s'appelait les 6 doigts de la main, et dedans, on était 2 couples. Donc il y avait moi et José, mon ex-petite amie, et Michel, on va l'appeler Michel, je viens de trouver ça, il s'appelle pas du tout comme ça, Michel et Mathilde. Et ensuite, on avait Valentin et Mélissa. Bref, on s'en fout un peu des prénoms, mais en gros, on avait 2 couples, et Mélissa, c'est surtout elle que tu dois retenir. Voilà, Mathilde, Mélissa. En fait, avec ces 2 personnes, on était vraiment genre les meilleurs amis du monde, on faisait tout ensemble, on était... Je sais pas si je pourrais dire fusionnels, mais on était vraiment très proches. On faisait tout ensemble, on partait en vacances ensemble, on partait en week-end ensemble, on allait à la mer, l'été, on passait tous nos samedis avec eux. Soit on se voyait le vendredi soir, soit on se voyait le samedi soir chez l'un ou chez l'autre, où on faisait apéro, à se raconter nos semaines, ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était des amitiés qui ne m'apportaient rien de bon et qui étaient toxiques, surtout. On avait cette espèce de triangle malsain de fonctionnement où il y avait toujours le persécuteur, le sauveur et le bourreau. Voilà. Et en fait, à chaque fois, on interchangeait. Ce qui était chiant, c'est que dans ce groupe-là, quand t'avais une embrouille avec quelqu'un, qu'il y avait un truc qui allait pas, ben en fait, tout le monde était au courant et ça se réglait en collectif. Et ça, c'était chiant parce que quand moi j'ai quelque chose à dire, enfin maintenant en tout cas, à une personne, je ne vais pas aller en parler à tout le monde. C'est-à-dire que je vais avoir un problème avec la personne, je vais aller lui en parler. Après, on fonctionnait de manière assez malsaine, c'est-à-dire que quand l'une s'embrouille avec l'autre était en courant, et puis les autres aussi, enfin bref, ça devenait le tribunal, et en fait on crevait jamais l'abcès, et on passait à autre chose, et puis on redevenait les meilleurs amis du monde. Il y avait plein de comportements qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille à partir du moment où j'ai commencé à parler de la douance. Donc j'avais gardé un peu ça secret pendant un moment, c'est-à-dire que voilà, mon fiancé actuel, avec qui je parlais, qui était un de mes amis les plus proches, me disait mais oui, mais t'es sûre, nanana, t'es sûrement au potentiel. Ça, je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Et ensuite, j'en ai parlé à mon petit ami José, qui m'a pas vraiment pris au sérieux et qui m'a dit au potentiel HP, t'es une marque d'imprimante. Enfin bref, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il n'y a carrément pas de soutien. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais aller en parler à une de mes meilleures amies, à Mélissa, celle dont j'étais le plus proche et qui n'était pas jalouse, contrairement à Mathilde. Elle avait réagi, elle m'avait dit « Ah mais tu penses que moi aussi je le suis ?» Non, parce que franchement de ce que tu racontes, je me reconnais quand même pas mal. Donc est-ce qu'il y a des chances que je le sois aussi? Et là, à ce moment-là, quand tu parles de ce genre de choses très importantes et que la seule réponse c'est « Ah mais peut-être que je le suis aussi en fait !» Mais au final, t'es en train de mourir intérieurement parce que tu te dis « Mais en fait, eh oh !» J'existe. Est-ce que quelqu'un pourrait m'entendre, m'écouter, s'il vous plaît? Donc ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille en me disant, mais attends, c'est hyper important pour moi, c'est THE truc, THE découverte de ma vie. Pourquoi personne ne veut m'entendre? Pourquoi personne ne veut m'écouter? Si mes parents, ma soeur ne veulent pas m'écouter, mon mec ne veut pas m'écouter, pourquoi ma meilleure pote ne veut pas m'écouter aussi, quoi? Chiant. Bref, j'ai un peu mis ça de côté, mais en fait j'ai commencé à me rendre compte de plus en plus de choses, c'est-à-dire que les soirées qu'on faisait, où on se voyait le vendredi, on parlait de notre semaine, voilà, c'était un peu la décharge de la semaine où on racontait tout, le gros débrief. Bah après j'avais rien à dire, quoi. Et je me souviens à chaque fois on mettait de la musique sur YouTube, les playlists là et tout, là, chill, et je passais mon temps à regarder les clips parce que ça m'intéressait pas. C'est horrible à dire, mais en fait, j'arrivais pas à accrocher à leur sujet, c'était pas intéressant. Ça a été les premiers déclics,
Mais je ne pouvais pas passer un week-end sans les voir. C'est-à-dire que même moi, il fallait que le vendredi, le samedi, on aille les voir. Sinon, mon week-end était fichu. Sinon, je faisais une tête pas possible à mon mec. Et oui, de toute façon, le week-end est pourri, machin, on va se faire chier, on va rien faire du week-end. Enfin bref, j'étais exécrable. Voilà, on avait ce besoin de se voir qui était presque viscéral en fait. C'est très bizarre à dire, c'est pas super sain. Là où ça a commencé à tiquer un peu, c'est que dans le groupe, donc Michel et Mathilde se sont séparés en 2018. Donc ça faisait quand même les 4 ans qu'on était amis. Et en fait, ils se séparent. Après, je sais pas combien d'années de couple, 6, 7, je sais pas. Premier amour, quoi. Donc très compliqué. José va avec Michel pour le consoler. Moi, je reste avec Mathilde et Mélissa, machin. Et en fait, dans cette histoire, il y a eu un membre de ma famille qui a été inclus malgré elle, où il y a eu une histoire que Michel avait un crush sur elle. Et donc, du coup, forcément, c'est de ma famille. Donc, voilà. J'ai passé tout mon mois d'août, parce que je ne travaillais pas, j'étais au chômage entre 2 alternances, à rester auprès de Mathilde et de la consoler. C'est-à-dire que quand j'avais une sortie avec mes parents pour aller à la plage avec de la famille et tout, je l'amenais avec moi, sans qu'il y ait ce membre de famille concerné. Dès que j'avais... Enfin, tout et n'importe quoi en fait. Je passais mes journées chez elle, je passais mes soirées. En fait, je voyais plus mon mec. Il me dit, mais t'étais où encore? Bah, j'étais chez Mathilde en fait, elle va pas bien et elle a pleuré. Donc voilà, j'ai fait un kit rupture où j'avais acheté un livre, une boîte de mouchoirs, des trucs à manger, des trucs qu'elle aime bien et tout pour la consoler. Enfin voilà, j'étais vraiment tout le temps là, tout le temps aux petits soins. Et en fait, il y a eu un règlement de compte entre Mathilde et le membre de ma famille très proche concerné. Et là, en fait, je me dis non, c'est pas possible là. C'est vraiment pas possible. Mathilde a allumé cette fameuse personne qu'on va nommer Marion. Et là, je dis oh là, stop. Là, quand tu commences à toucher à ma famille, là, ça va pas le faire. Que tu veuilles pas régler les problèmes que t'as avec ton ex, c'est une chose, mais par contre que t'en foutes plein la gueule à une personne de ma famille, non, ça va clairement pas le faire. Et en fait, j'ai pété un câble et j'ai clairement dit non, voilà, on va se détendre le slip. Donc j'avais mis un message commun en fait où je commençais à péter un câble où je me dis attends, y a aucune écoute, on cherche pas à se comprendre les uns les autres et ça va pas quoi. Donc j'ai mis un message dans le groupe commun et j'ai dit bah non les gars, stop quoi. Ça c'est pas l'amitié pour moi. Ce qui s'est passé là, c'est pas cool. Le règlement de compte en plus sur Snapchat, comme ça y a pas de traces, on va se détendre, on va respirer un peu. Et Mathilde a fini par me bloquer pendant peut-être 3 mois, sans rien me dire. Hein. J'ai découvert la nouvelle en voulant communiquer avec elle pour essayer d'apaiser les tensions. Je ne pouvais pas envoyer mon message parce que sur Messenger quand tu es restreint tu ne peux pas envoyer de message. Et ensuite, parce que là tu vas te dire mais c'est un truc de ouf. Non, ça c'est rien encore. Là tu vois j'ai commencé à me dire bon merde j'ai perdu ma meilleure amie, ça me fait un petit peu chier quand même. C'est pas une période super cool. Voilà. Et en fait le truc qui a bien amorcé la chose, c'est que j'ai eu une trahison assez grande, c'est-à-dire que ça ne se résume pas à ça, c'est une série Netflix, clairement. Je vais te le faire très rapide. Mes parents ont fouillé mes conversations sur internet. Je ne sais pas quels canaux sont en question, en tout cas je sais qu'il y en a un en particulier, et ils ont pris les conversations que j'avais avec mon fiancé actuel, avec qui ils étaient très proches, et je lui ai raconté un peu je pense que tu connais en fait, si t'es en phase de diagnostic et que tu as d'autres zèbres dans ton entourage à qui tu peux parler, et des fois où tu te décharges en fait sur cette personne en te disant mais attends, je comprends pas, je dis ça, on comprend pas, on cherche pas à m'écouter, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses, et en fait c'est devenu ma personne de référence, c'était devenu un de mes plus gros piliers, et ça dérangeait ma famille parce que ils avaient pas le contrôle dessus, ils aiment bien avoir le contrôle sur tout, bref. Il y a eu un espionnage de conversation, il y a eu des captures d'écran de conversation de mes conversations, et il y a eu diffusion massive dans toute ma famille et auprès de mes amis. Voilà. Mais ça encore, tu vois, c'est chaud, mais surtout quand j'ai appris ça, j'ai mis 1 an pour avoir la vérité. Je commençais à voir Mélissa et Mathilde, en fait, à ce moment-là, enfin, ça corroborait, très bizarre. Enfin, déjà, Mathilde, j'avais plus de nouvelles. Si, elle est revenue en rampant, elle a pleuré au téléphone en demandant mon pardon, bref, on a réussi
à redevenir pote. Elle m'a envoyé un colis avec tout ce que j'aimais et donc ça m'avait vraiment touchée. Et donc du coup je me dis ok d'accord, on a merdé, on a eu une relation pas saine du tout, maintenant on va reconstruire des bases et on va avoir une relation hyper forte. Genre on va tout péter, on va tout reconstruire, ça va être génial. Je la fais venir chez moi et je lui raconte un peu ma vie en ce moment. Je lui raconte que j'ai découvert que mes parents avaient fouillé mes conversations, j'ai découvert des traces d'adresse IP, etc. Merci, heureusement que je travaille dans le web pour savoir ça, parce que sinon je n'aurais jamais su. Et je lui dis voilà, j'ai besoin d'aide en fait, j'ai besoin de soutien, je parle plus à mes parents, c'est jamais arrivé de ma vie, j'ai besoin de soutien quoi, clairement. Mais par contre, je veux que tu gardes ça pour toi. Voilà, t'es mon ami maintenant, on se dit des choses, et quand je te dis quelque chose de ne pas le répéter, tu ne le répètes pas. Elle est sortie de chez moi, et puis elle a appelé ma mère. Voilà, c'est ce genre de choses en fait, où je me dis que l'amitié était clairement pas saine du tout. Et en fait, j'ai une famille très persuasive pour ça. Quand, voilà, j'étais dans une période où je venais de découvrir que j'étais potentiellement HP, donc forcément j'ai commencé à évoluer, j'ai commencé à voir mes propres pensées venir, mes propres goûts, mes propres... Enfin voilà quoi, j'ai commencé vraiment à me créer en fait, à me définir. Ça je le reconnais, je pourrais pas faire autrement en fait, j'ai vraiment changé. Mais je suis juste devenue moi en fait. Mais quand les choses sont comme elles sont, où tu changes, soit comme je disais, tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas en fait. Et ils l'ont pas accepté. Et donc pour eux, j'étais un peu devenue la Manon qui a 20-21 ans et qui commence à péter un câble en fait. Elle est en train de péter un câble, la nana quand même. Genre elle est en train de parler de haut potentiel, de QI supérieur là, elle avait même pas la moyenne en maths, qu'est-ce qui se passe quoi hein. Donc voilà, cette histoire de complot était pour m'aider moi, pour me faire revenir à la raison, pour que j'ai à nouveau les pieds sur terre et ça n'a pas eu l'effet escompté. Et après, il y a eu une méfiance. Il y a eu une méfiance de leur part et ils ont coupé les ponts comme ça du jour au lendemain. Au moment où je me suis séparée de José, parce que ça n'allait plus pour plein de raisons, j'avais toujours dit à José, écoute, ce sont tes amis à la base, ce sera tes amis, quoi que ce soit, je veux pas que tu vives cette rupture tout seul. Moi encore, j'en avais plus vraiment rien à faire. Pas plus vraiment rien à faire de José, hein, pas du tout, mais c'est juste que la vie était tellement compliquée à vivre que je préférais laisser ce soutien à lui plutôt qu'à moi. Et je voulais clairement pas de leur soutien, vu le soutien qu'ils avaient eu envers moi. Donc voilà. Et au final, en fait, je sais que je me souviens du dernier resto où on a annoncé notre rupture avec tout le monde. Et après, je ne les ai plus jamais revus. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc voilà. J'avais listé des comportements toxiques que j'avais retrouvés. Alors j'allais regarder sur internet un peu pour me renseigner quand même si c'est bien ce que j'avais ressenti, si c'est bien ce que j'avais vécu. Et j'ai trouvé des comportements qui étaient en adéquation avec ce que j'avais vécu. Donc je vais te les dire. Comme ça, peut-être que ça aidera certains d'entre vous à vous dire qu'il y a quand même des amitiés qui sont peut-être pas très saines dans votre entourage. Numéro 1, il ou elle n'arrive pas à se réjouir de ton succès et est toujours négatif. Et ça a souvent été le cas, du genre à pas croire en moi et à me rabaisser. Mathilde était très jalouse, donc je ne pouvais pas lui avouer ce truc de haut potentiel. Comme je faisais des études supérieures, elle était jalouse, et puis il y avait tout ce côté où dès qu'il y en avait une qui sortait un peu plus du lot, et moi y compris, hein, je pense que j'avais aussi des comportements où il y avait un peu de jalousie, en mode ah ouais, elle a fait ça, et puis c'est hyper cool, mais moi j'y suis pas quoi. Et ça c'est pas sain du tout, hein. Ça ne fait avancer personne dans la vie. Donc voilà, je le rappelle encore une fois que c'est une amitié toxique, donc ce que je t'ai raconté le comportement des autres, mais les autres ont aussi leur version sur moi. Je vais pas en faire une interview non plus, hein. Avec ce qui s'est passé, on va pas déconner, voilà. Mais j'essaye de me souvenir aussi des comportements négatifs que j'ai eu envers elle, pour te montrer que ce n'est pas tout blanc et pas tout noir. Il ou elle te surveille. Alors j'avais vu te surveille comme si c'était ton petit ami. À un moment donné, laisser les femmes faire ce qu'elles veulent dans leur vie quand même. Mais oui, clairement, j'étais surveillée. La fameuse trahison que j'ai subie de mes parents. Mélissa et Mathilde étaient chargées de m'espionner pendant plus de 2 mois avant que je découvre le poteau rose. Et de rapporter les moindres faits et gestes que j'avais à mes parents, à ma sœur. Dès qu'il y avait un truc qui était un peu chelou, Mélissa en parlait à mon mec. Voilà, il y a ce genre de choses où
j'étais quand même espionnée et je pouvais pas dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dès que je disais une parole qui changeait un peu de ce que j'étais auparavant, là on se dit oula, attends, elle est en train de péter un câble, à qui j'en parle? À son mec, à sa mère? Je ne sais pas. Je sais pas si moi aussi, mais en tout cas, moi je pense que si on avait besoin d'avoir un total contrôle sur les autres. Je sais que même si Mélissa, bon elle avait pas de mec, mais si Mathilde était pas bien ou ce genre de choses, bah, j'en parlais à son mec, ou on essayait d'avoir un contrôle sur la vie des autres. Il y a des choses aussi où ma définition de l'amitié elle est un peu différente maintenant, c'est-à-dire que je dis tout à mes amis, sauf des choses qui ne sont pas traitées dans ma tête, du genre il y a des manières de dire des choses et parfois tu n'utilises pas la bonne forme pour un message, donc ça, bah, j'essaye de faire la meilleure combine. Mais ce qui était avec Mélissa, c'est que, comme mon ex le disait, hein, José, si tu veux garder un secret, n'en parle pas à Mélissa. Donc il y a beaucoup de choses en fait que je ne pouvais pas lui dire, et à Mathilde non plus par conséquent. Parce que ça allait être mal pris, parce que je savais que le secret ne serait pas respecté ni par l'une ni par l'autre, et que toute la terre serait au courant assez rapidement. J'ai vu aussi une chose sur laquelle je dois réagir. Il ou elle copie ton comportement, ta coiffure, ta manucure et même ton copain. Est-ce qu'on doit vraiment en parler? Ça a été le truc le plus flagrant. Si je voulais des choses, elle devait les avoir avant moi, de préférence. Par exemple, bon là je le porte pas aujourd'hui, mais j'avais toujours voulu, enfin voilà, j'ai voulu avoir un bracelet Pandora. Donc Mélissa a eu un Pandora et Mathilde après, parce que leur anniversaire était suivi. Elles ont toutes les deux eu un Pandora et moi je me retrouvais à l'avoir après. Et après je voulais des baskets Adidas Gazelle, bah, elles les ont eues. Je me souviendrai toute ma vie, le week-end où Michel et Mathilde se sont séparés. Mathilde m'a avoué dans la voiture, parce qu'on allait à Bordeaux, à Arcachon. T'as de la chance quand même, José, c'est quand même le mec parfait, il est gentil, il est attentionné, il est beau, il est intelligent. Moi j'ai pas ça du tout avec Michel, il me comprend pas, enfin voilà. Et en fait, elle a lancé quand même pas mal de louanges sur mon mec, et j'étais en mode oui, c'est vrai, tu as raison, oui. Il est génial, il est très compréhensif et tout. Il est beau, c'est vrai. Toujours comme ça en fait. Elle comparait toujours sa relation avec la mienne et a toujours voulu ce que moi j'avais. Donc au début c'était les Adidas Gazelle et puis finalement elle a réussi à avoir José. Et ça je ne sais pas si c'est calculé de sa part ou pas. Il y avait un comportement aussi que je remarquais, c'est que dès que Mélissa avait un mec, elle nous zappait complètement de sa vie. C'est-à-dire qu'on ne la voyait plus, on n'avait plus de messages, elle venait plus au fait, elle venait plus du tout à nos soirées. Elle nous zappait totalement et à chaque fois, même José me le disait, tu verras, quand Mélissa aura un mec, tu n'entendras plus parler. J'arrivais jamais à en placer un mot aussi. Ça c'est quelque chose que j'avais. Tu n'arrives pas à placer un mot, tu l'écoutes toujours, mais ce n'est jamais son cas. J'avais toujours des conversations interminables de plaintes, de raconter leur vie, mais en tirant en longueur et toujours dans le négatif. En fait, si t'avais le malheur de parler de toi, t'étais forcément coupé dans ton élan pour que le sujet revienne à Mélissa. Et jamais il y avait un truc dans l'autre sens. Il y a un truc aussi dans notre amitié malsaine, c'est que c'était un peu la relation que j'avais toujours rêvé pour rester dans la norme. J'étais un peu comme la déesse du groupe. Alors ça va faire très 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 hautain, mais c'est pas du tout dans le sens où je suis la meilleure. Hein. Je pense que tu dois t'en douter si tu regardes mes vidéos depuis un moment quand même. C'est dans le sens où j'avais le mec parfait, j'avais la situation parfaite, j'avais le boulot qu'il fallait, je faisais mes études en même temps, je faisais du sport, enfin j'étais un peu la nana devenue parfaite, j'étais devenue l'archétype que je recherchais, à savoir la perfection, et en fait j'étais toujours la personne de référence pour elle, où bah voilà, c'est Manon, bah elle a tout ça quoi, et donc je voyais qu'elle me mettait sur un piédestal que je méritais pas, clairement, et j'avais toujours cette espèce de supériorité induite avec elle. Vous êtes stressé de la voir et soulagé quand elle part. Alors ça, je savais que quand j'avais l'une ou l'autre à la maison, je savais quand elles arrivaient, mais je ne savais pas quand elles repartaient. Surtout Mélissa. Alors Mélissa, tu avais le malheur de lui dire viens vendredi soir, viens à la maison, tu resteras dormir et tout. Elle restait jusqu'au dimanche midi, dimanche après-midi jusqu'à 17h même. Et ça a impacté aussi mon couple parce que je voulais voir mon ami, mais en parallèle, j'avais pas de moment avec mon amoureux et même lui me disait non, invite pas Mélissa s'il te plaît ce week-end. J'ai envie d'avoir mon week-end, j'ai envie de profiter de toi et si elle est là, ça va pas être possible.
Dans cette amitié aussi, je pouvais pas partager les bonnes choses. Et je pense que, je sais pas si c'était pareil pour elle, mais pour l'annonce de ma douance par exemple, qui était quelque chose de très positif pour moi, le partager en revenait à avoir des comportements de jalousie ou de l'incompréhension. J'avais aussi l'impression qu'elle me jugeait, dans le sens où le jour où je leur ai dit que donc j'étais en master 1, en master 1, donc j'avais quand même un an et demi avant d'arrêter mes études, et je leur avais dit voilà, moi mon but en fait après c'est que je termine mes études et je me barre de Nantes. Je veux partir ailleurs, le temps d'un moment en fait, ça peut être 6 mois, ça peut être un an, ça peut être toute une vie, je ne sais pas, mais j'aimerais bien découvrir autre chose. J'ai vécu toute ma vie à Nantes, j'aimerais bien découvrir autre chose. Et les premières choses que j'ai eues comme réaction, c'est en mode ouais mais tu vas nous laisser tomber en fait, tu vas partir, tu vas nous abandonner. C'est un peu culpabilisateur. Et ensuite, j'ai eu des comportements du style ouais mais José en fait, il va devenir quoi sans toi? Tu vas le laisser tomber, tu vas l'abandonner lui aussi, tu vas abandonner ton mec pour partir ailleurs? Non mais c'est horrible! Il y avait ce genre de choses où j'étais toujours en tort, j'étais la personne, si je voulais sortir du cocon, en fait, non en fait, c'était la personne à abattre. J'ai listé 6 comportements néfastes que j'avais dans ma relation. C'est un peu compliqué de la raconter comme ça parce que c'est quand même 4, 5, 6 ans de ma vie et il y a eu tellement de choses que j'ai dû occulter je pense. Mais en gros dans les 6 comportements que j'ai listés, j'avais de la jalousie, de la manipulation, de l'emprise, du chantage affectif, de la culpabilisation et de la dévalorisation. Je fais un disclaimer sur la différence entre ami toxique et amitié toxique. L'ami toxique, tout comme le pervers narcissique, et un peu aussi comme le haut potentiel en ce moment, est un sujet qui est employé parfois à tort. Et je voulais faire une petite définition dessus. L'ami toxique, c'est quelqu'un qui a des comportements toxiques envers une personne. C'est pas la relation, enfin la relation l'est aussi, forcément, mais c'est la personne qui l'est, un peu comme le pervers narcissique. Si t'as une relation amoureuse avec un pervers narcissique, je doute que ça se termine bien, et en plus, c'est la personne qui est en tort parce que c'est elle qui est consciente des choses qu'elle te fait. L'amitié toxique, c'est la relation en elle-même qui est jugée malsaine, et ça peut venir de l'une ou l'autre, ou les deux personnes, parce que dans une relation, on est au moins deux. Là, par conséquent, c'est la relation. Mais ça veut pas dire que la personne est toxique. Je pense que les standards de l'amitié que j'avais avec ces personnes-là n'étaient pas les bons. Je cherchais, je pense, à avoir cette fusion comme j'avais avec mes parents, et avoir ce même type de relation un peu partout. Et par conséquent, en fait, ça se traduisait par des choses qui étaient néfastes, parce que on n'avait pas la maturité aussi, et on n'avait pas les outils pour développer une amitié saine. C'est aussi une chose qui ne m'allait plus, aussi, faut le préciser. Et j'en devenais sûrement méchante, voire piquante, donc voilà, la relation est en tort des deux côtés. Voilà, si cette vidéo t'a plu, comme d'hab, abonne-toi, like la vidéo, mets un petit commentaire si tu as vécu ce genre de choses, et voilà, ce que tu en penses par rapport à ça, et comment tu te sens maintenant, si t'as réussi à t'en défaire, enfin bref, tu commences à connaître. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à très vite, prends soin de toi.